D'une préoccupation au sein de tous les états-majors politiques, que ce soit de la majorité, de l'opposition et même de la société civile. Le président de la République, ces derniers temps, dans ses déplacements à l'intérieur du pays, il est rare que les sages puissent s'adresser au président sans parler de cette constitution, puisqu'en 2016, le président Denis Sassou Nguesso est censé quitter le pouvoir d'après la constitution du 20 janvier 2002. Nous avons un invité ce soir, M. Christian Rudi Bouanga. Ceux qui ont l'habitude de suivre l'Odyssée de la démocratie peuvent le reconnaître, puisque la position défendue par M. Bouanga a fait l'objet d'une réflexion publiée dans un ouvrage intitulé « Entre le bon sens et l'alternance absolue », ouvrage que l'on trouve sur les rayons ici à Brazzaville et même à Paris. Monsieur Bouanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibarra. Merci d'être venu encore sur ce plateau. Avant d'amorcer notre sujet du jour, ces derniers temps, il y a une actualité internationale brûlante. Au Congo, le gouvernement a lancé une opération dite Mbate Abakolo, une manière de demander aux étrangers qui sont dans notre pays, mais en situation irrégulière, de rentrer chez eux calmement. Bon, ceux qui sont en règle, naturellement, vaquent à leurs occupations. Vous êtes jeune juriste, jeune intellectuel, vous êtes plus dans la société civile. Est-ce que vous avez un regard particulier sur cette opération Mbate Abakolo? Oui, c'est regrettable, tout au moins les contours que cette opération prend, parce que cette opération jette une espèce de mauvais climat entre les deux rives, alors qu'il s'agit de peuples frères, des peuples qui ont l'habitude de commercer. Et de mémoire, c'est l'une des crises les plus graves que les deux rives ont connues. Et pour revenir à la raison de cette crise, d'après ce que j'ai compris, l'État, la République du Congo, État souverain, est en droit, n'est-ce pas, d'appliquer les règles relatives à l'immigration, relatives à la régularité des séjours des étrangers dans son pays. Comme vous avez su le résumer, il s'agissait de rechercher des personnes en situation irrégulière, de rechercher des personnes qui habitent dans notre pays sans être couvertes par la documentation nécessaire, mais qui parfois vaquent à des occupations ou même tombent dans la délinquance. Donc c'est dans un souci certainement de pacification, d'abord de la ville de Brazzaville et certainement du pays en général, que cette opération a été menée. Maintenant, pour un message à nos frères d'en face, je ne pense pas que cette opération soit l'expression d'une xénophobie quelconque. Non, ce sont des peuples frères. Il peut certainement arriver qu'entre frères, il y ait quelques échauffourées, mais une fois de plus, si je peux me faire l'écho de la position des autorités congolaises, c'est que cette opération a été menée dans un simple souci d'ordre. Merci Christian. Pour revenir à notre sujet du jour, le président de la République vient de regagner Brazzaville, la capitale. Il rentre fraîchement de Sibiti, capitale du département de la Lékoumou, où cette année, le Congo organisera les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance dans cette localité. Au cours de son face-à-face avec les sages, les corps constitués du département de la Lékoumou, une question a encore été soulevée, celui de la constitution du 20 janvier 2002 qui serait devenue mauvaise. Vous avez suivi certainement cette actualité à la télé. Bon, vous qui défendez cette position depuis, est-ce que c'est responsable, cette manière de faire? Vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Le président était en face des sages de la Lékoumou qui ont demandé au président de revoir, de ne pas hésiter à mettre entre parenthèses la constitution du 20 janvier 2002 parce qu'ils ne sont pas prêts à le lâcher en 2016. Et votre question vous de trouvez savoir si cette position des sages responsable? Pourquoi pas? De la mesure où apparemment c'est la troisième fois que l'on joue du même son de cloche. Après la Likwala, le Nyari et aujourd'hui là, la Lékoumou. Se sont-ils communiqués? Y a-t-il eu collusion frauduleuse entre ces différentes populations, entre ces différents départements? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit d'une réaction spontanée du peuple profond qui est tenté de démontrer au fur et à mesure que nous avançons que la majorité des Congolais est acquis à ce souci de donner au chef de l'État la possibilité de se représenter encore en 2016. Est-ce que c'est vraiment l'expression du peuple profond
ou c'est de la manipulation politicienne? Manipulation, cela m'étonnerait. Hein. Cela m'étonnerait dans la mesure où ce peuple aspire à quelque chose. Ces personnes qui se sont exprimées connaissent leur pays, savent ce qu'elles veulent, n'est-ce pas? Pourquoi seraient-elles manipulées? Contre leur propre bien-être? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je pense qu'elles prennent des positions qu'elles estiment en adéquation avec la pérennisation des acquis qui sont les leurs et en adéquation avec l'idée que ces populations, ces personnes, ces sages se font de l'avenir de notre pays. Monsieur Christian, vous avez lu Entre le bon sens et l'alternance absolue. Peut-être vous êtes retrouvé dans ce que l'auteur a écrit. Oui, effectivement. Sinon, je n'aurais pas accepté cette invitation à venir sur ce plateau pour commenter cet ouvrage. Et tout à l'heure, dans votre introduction, vous disiez que cet ouvrage se fait l'écho de mon propos. J'ai dit non. C'est peut-être moi qui me fais l'écho de cet ouvrage, dans la mesure où un volume de 300 pages qui apparaît aujourd'hui, que j'ai parcouru, qui comprend en son sein des références historiques bien précises, qui est le résultat d'une analyse bien pointue, ne peut pas avoir été écrit, excusez-moi, en 5 mois. C'est pas possible. Je me rappelle que la première fois que je suis venu à cette émission, le maximum de temps que je dirais est de 6 mois. Mais je crois que les travaux préparatoires à cet ouvrage, de la pensée à la matérialisation jusqu'à la publication aujourd'hui, remontent certainement à plus de 2 ans. Donc il y a, je dirais, coïncidence, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été dans les secrets de l'auteur, que je ne connais pas, monsieur Michel Innocent Payat, dont je découvre le nom sur la couverture de l'ouvrage. Je trouve que je me retrouve dans ce qui est ici dit. En lisant l'ouvrage, est-ce que c'est un travail scientifique ou c'est un travail de flatteur, de fanatique? Qu'est-ce qu'un travail scientifique? Qu'est-ce qu'un travail de flatteur, de fanatique? Je pense que la dimension scientifique de cet ouvrage est à l'aune de ce que l'on s'en tient à des faits, n'est-ce pas? L'on s'en tient à des faits, l'on s'en tient à des situations historiques qui sont restaurées dans leur contexte, et l'auteur y ajoute son interprétation. Un homme libre. J'y ai lu qu'il est docteur en sciences de gestion. J'y ai lu qu'il s'agit d'un officier supérieur. Je pense qu'il a une culture et un recul suffisant pour se faire une lecture, n'est-ce pas, des événements que l'Afrique lui offre à constater. Hein? Et l'objectivité, justement, parce que la science commence par l'objectivité. La première objectivité que je vois dans cet ouvrage, c'est le fait que son raisonnement est conduit par déduction. L'on pourrait penser, au regard de ce que cet ouvrage traite des questions d'actualité en République du Congo, que l'on est parti de la situation en République du Congo pour convoquer des exemples extérieurs et donner du poids à la thèse de cet ouvrage. C'est le contraire. Il y a des situations qui se déroulent en Afrique de manière générale, qui sont antérieures, n'est-ce pas, au débat pendant en République du Congo, puisque je dirais qu'il y a moins d'une année que ce débat sur la Constitution commence réellement à prendre la dimension qu'il prend. Et au regard d'entrée de jeu, je vous disais que rien que le volume de cet ouvrage me laisse dire que sa conception a nécessairement débuté avant même les débats publics sur cette question de Constitution. Donc il y a un raisonnement par déduction. Il y a des faits autour de nous, sur le continent, il y a des faits auxquels sont confrontés les pays africains, n'est-ce pas? Il y a un mode d'administration, un mode de gestion, il y a des interactions avec l'extérieur et principalement l'Occident qui est pointé ici du doigt, qui nous incite aujourd'hui, au regard de la situation particulière du Congo, à nous poser des questions. Donc, la question Congo, en rapport avec la thèse défendue par cet ouvrage, intervient par déduction et non par induction. Hein. Rien que ce procédé me permet de dire qu'il s'agit effectivement d'une analyse froide, d'une analyse sincère, d'une analyse qui a eu le mérite de faire l'effort d'être conduite par l'objectivité. Est-ce que vous qui êtes lecteur de cet ouvrage, Entre le bon sens et l'alternance absolue, en suivant l'actualité internationale de ces derniers jours, avec M. Kerry, le patron du département d'État qui était à Kinshasa, et il y a un extrait qui est pris, qui circule sur toutes les chaînes, où le ministre, le patron de la diplomatie américaine, a demandé au président Kabila de respecter sa constitution. Mais de quel droit? Est-ce que, en tant qu'Africain, en tant que jeune lettré, vous ne vous sentez pas quand même gêné quand vous défendez une hypothèse dans notre pays consistant à demander aux autorités
de mettre entre parenthèses la Constitution ou de changer la Constitution? Mais je suis désolé, moi je suis contre, hein, n'est-ce pas, prêtez-moi l'expression, la hiérarchisation, hein, de société. Je ne voudrais pas utiliser ici des propos raciaux, hein, la hiérarchisation des races. Non, je dis des sociétés. Monsieur John Kerry est secrétaire d'État américain, citoyen américain d'une... non, pas secrétaire d'État, vous avez dit le patron de la... Il est secrétaire d'État, voilà. Secrétaire d'État américain, grand homme d'État du plus grand État de la République. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire de lui une caution morale. Ça ne suffit pas à faire de lui un objecteur de conscience. Je suis convaincu d'une chose, si une telle position est prise par un grand représentant des États-Unis d'Amérique, c'est que cette position-là est en adéquation avec les intérêts de l'Amérique. N'est-ce pas? Quels sont les intérêts de la RDC? C'est aux citoyens de la RDC d'y répondre. Il a émis son vœu, secrétaire d'État américain. Nous pensons que cet État commerce avec la RDC. L'on connaît ou l'on soupçonne, n'est-ce pas, la contribution des États-Unis d'Amérique à l'entrée des AFDL, n'est-ce pas, en République du Congo. La RDC, pas en République du Congo, la RDC d'aujourd'hui a une configuration qui a beaucoup subi l'influence des Américains. Ben, ils y ont certainement des intérêts économiques pour lesquels ils estiment que M. Kabila devrait partir ou rester. C'est mon point de vue. Je ne peux pas penser et je ne peux pas croire que M. John Kerry s'est ainsi exprimé simplement parce qu'il y a le souci des populations de la RDC. Non. Hein, parce qu'ils ont les moyens. Quel est le principal agresseur de la RDC? Et quel est l'État qui a été essentiellement identifié comme étant l'agresseur de la RDC? Mais c'est le Rwanda. L'on sait combien le Rwanda est inféodé à la RDC. L'on sait combien, aux États-Unis d'Amérique. L'on sait combien le Rwanda a reçu le soutien des États-Unis d'Amérique pour asseoir le régime assez fort et qui s'organise bien, j'en conviens, qui est aujourd'hui le sien. Donc vous pensez qu'il manque aux États-Unis d'Amérique les moyens de pression sur le Rwanda pour empêcher cette déstabilisation de la RDC qu'on lui reproche tout le temps? Non. Est-ce que M. Kerry, oui, en disant ça, c'est pas pour le souci de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme en RDC avec ses Zaïre? Admettons que ce soit cette valeur universelle qu'est la démocratie que l'on veut vendre, n'est-ce pas? Nous venons donc sur la thèse de l'auteur, et bien il y a à se poser de questions. Il y a à chercher à savoir si réellement la démocratie, telle qu'elle nous est vendue, telle qu'elle nous est présentée, nous convient. Hein? Et nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. L'on a, prêtez-moi l'expression, jeté des tomates sur Jacques Chirac lorsque il disait, n'est-ce pas, tout au début de ce flirt entre les États africains et la démocratie. Quel était un luxe pour l'Afrique? On l'a traité de, je dirais, de paternaliste, n'est-ce pas? On a pensé que ce monsieur estimait que les États africains n'étaient pas matures. Or, il ne s'agit pas, je ne pense pas qu'il s'adressait aux individus africains. Je pense que M. Chirac, en disant cela, analysait le contexte des États africains et estimait qu'ils n'étaient pas prêts historiquement, n'est-ce pas, à la démocratie. Comme le dit l'auteur dans son ouvrage, la démocratie est une valeur universelle. La démocratie n'est pas le propre de l'Occident. L'on retrouve au sein des sociétés africaines, et c'est là que je découvre que chez les Mboshi du Nord, ça s'appelle Osambe, comme on entend parler de Kinzondi ou de Nzondi dans les pays du Pool, etc., que ces structures africaines ont également en leur sein leur ressort des démocratiques qui permettent de régler pas mal de problèmes. Donc, nous sommes d'accord avec le concept de la démocratie, mais il y a un constat nous incite à dire que la démocratie occidentale transposée en Afrique dans un contexte, n'est-ce pas, qui est culturellement, économiquement différent de celui de l'Occident, subit des réels problèmes quant à son implémentation. Donc le souci de M. John Kerry qui est celui de voir la démocratie s'asseoir et prospérer en RDC, est-il pragmatique? De quel mode de démocratie souhaite-t-il, n'est-ce pas, la progression ou le développement? Et s'il venait à Brazzaville le dire au président actuel? Ben, je pense que le président actuel est reconnu, n'est-ce pas, pour sa sagesse issue des deux mondes. Prêtez-moi l'expression. Autant il a été en contact avec l'extérieur et l'Occident, soit de par les études qu'il a fait dans sa jeunesse, soit de par les différents voyages qui ont été les siens en sa qualité de président de la République, tout comme il est connu que M. le Président est un sage Mboshi, bon connaisseur de ses traditions. Il saurait très certainement apporter une réponse sérieuse, polie à M. Kerry en pareille circonstance. Et vous qui défendez un peu la thèse qui consiste à dire il faut mettre la Constitution entre parenthèses ou il faut la modifier, oui. Comment réagirez-vous si M. Kerry pouvait venir nous donner cette leçon de démocratie? Oui, par politesse, je recevrai son propos, tout comme je lui demanderai d'être réciproquement poli à notre égard et de constater avec nous que cette démocratie telle qu'elle nous a été vendue ne nous a pas toujours fait du bien.
n'est-ce pas? Je prends le cas de la République du Congo. Je pense que les plus sombres épisodes de notre République sont ceux d'après la conférence nationale de 1991. Hein? On s'est certainement plaint. Il y avait des situations qu'il y avait à regarder, qui nous ont incité à aller à la conférence nationale et à adopter justement ce modèle de gouvernement qu'est la démocratie. Mais aujourd'hui, après plus de 20 ans de pratique, les nostalgies sont nombreuses. Les nostalgies sont nombreuses. Moi qui ai été pionnier, il m'arrive de regretter simplement le fait qu'aujourd'hui, ces fameux 10 articles de la loi du pionnier ne sont plus appris aux enfants. Je dis les nostalgies sont nombreuses. S'il y avait des choses à décrier, nous regrettons également la perte de beaucoup de valeurs. Et statistiquement, personne ne le contestera, les plus gros malheurs connus par la République du Congo sont ceux qui sont intervenus après les indépendances. Donc en définitive, si l'implémentation de ce système a conduit à ces conséquences-là, pas seulement chez nous, je ne veux pas ici citer les cas alarmistes proposés par l'auteur. Il parle, voici une photo sur la couverture qui représente, n'est-ce pas, tout le malheur, qui résume tout le malheur de la RDC après Mobutu, de l'Égypte après Hosni Moubarak, de la Libye après Kadhafi, de la Côte d'Ivoire après Fouad Boigny, de l'Irak après Saddam Hussein. Toutes ces personnes sont présentées comme des dictateurs. Pour toutes ces personnes, l'Occident a contribué à les chasser du pouvoir parce qu'on estimait qu'elles étaient des dictateurs. Voilà. Et finalement, la démocratie qu'on a tenté d'implémenter dans ces États, qu'est-ce qu'elle a donné? Voilà l'Égypte. Hein? Grand pays, le pays du grand Yasser, n'est-ce pas? Le pays de Sadat. Et enfin, le pays de Moubarak, que l'on estime un matin être un despote, etc., qu'il faut faire partir par le jeu de la démocratie. Qui a remplacé Hosni Moubarak? Mohamed Morsi. Où est Mohamed Morsi aujourd'hui? Mais comment cela se fait-il qu'un chef d'État soit arrivé au pouvoir démocratiquement et qu'au lendemain, on lui dénie le droit de vouloir instituer une constitution selon la volonté de la majorité, tout au moins. Selon la volonté de la majorité. Mais vous avez fait confiance à Morsi. Vous savez qu'il était musulman. Et qu'est-ce qui vous étonne lorsqu'il tente de faire de la charia, hein, la loi fondamentale du pays, puisqu'il a avec lui l'apport de la majorité? Je ne soutiens pas l'islam. Je constate simplement une objectivité scientifique qui aurait dû les conduire à dire il est président. Donc laissons-le se faire comme il l'entend et attendons les prochaines échéances. Mais là, la communauté internationale a applaudi. Alors en définitive, c'est quoi la démocratie? Le commerce du christianisme? La lutte contre... je me pose aujourd'hui des questions, parce que voilà le maréchal Al-Sisi qui revient par un tour de passe-passe, prêtez-moi l'expression, je ne sais pas si cela répond positivement ou non aux besoins profonds de l'Égypte, mais je constate simplement que, objectivement, M. Al-Sisi tente de revenir au pouvoir par un tour de passe-passe. Après qu'on ait fait l'impasse sur la démocratie, cette démocratie qui a été soutenue par les Occidentaux. Alors, cette démocratie pend la teinte qui convient à leurs intérêts, où il y a une notion, n'est-ce pas, objective et figée de la démocratie. Et même si elle existait, cette notion objective et figée, qu'en ferait-on? Qu'en ferait-on? Je ne pense pas, je suis tout à fait d'accord avec l'auteur, pour dire qu'il faut repenser la démocratie à l'africaine, n'est-ce pas? Il faut recommencer... Est-ce que ce n'est pas une conception réduite de l'africain, quand vous voulez qu'il y ait une démocratie à l'africaine, alors qu'il y a des notions universelles qui sont reconnues à une démocratie, qui sont appliquées en Amérique, en Asie, en Europe? Pourquoi en Afrique ces notions trouveraient-elles d'autres Monsieur Ibar, à quoi jugez-vous d'une bonne cuisinière? À quoi jugez-vous d'une bonne cuisinière? À la qualité du plat qu'elle vous sert. Quel est le plat que nous a servi la démocratie jusqu'à ce jour? Au-delà de la beauté des mots utilisés pour construire ce concept, quelle est la qualité du plat? Mais c'est le flux des morts. C'est le flux de la stagnation de nos États. C'est la peur qui nous est vendue quotidiennement. Dans tous les États africains, l'approche des échéances électorales est un moment de peur. Bien sûr. C'est la peur que cela nous a vendu, n'est-ce pas? Et revenons sur l'ouvrage, entre le bon sens et l'alternance absolue. Voilà l'un des avantages de la démocratie, l'alternance. Mais on se pose la question de savoir si cette alternance se produit réellement au profit des populations ou au profit des intérêts internationaux des multinationales, n'est-ce pas? Qui influent sur la marche de nos États en brandissant justement ce mode d'arbitrage, n'est-ce pas, du jeu politique à la démocratie qu'ils nous ont imposé. Les mots sont beaux, les concepts sont justes, etc. Mais sont-ils traduisibles dans la pratique? Moi, je ne suis pas un scientifique. Je pense même que l'auteur a très certainement eu sur la question une étude bien plus profonde que la mienne. Mais je voudrais vous prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Peut-il coexister dans un seul corps, deux notions en opposition mécanique, et ce corps avancer, se mouvoir en toute harmonie?
Non. N'est-ce pas? Je prends un exemple simple. Mais vous et moi, nos politiques, tant de l'opposition que du pouvoir, malheureusement, ils vivent cette double culture. Pourquoi je le dis? La cellule première d'une nation, c'est la famille, n'est-ce pas? Au sein de nos familles, quel type de démocratie nous pratiquons? Je suis sûr qu'il y a une démocratie parce que nos pères ne sont pas des dictateurs. Quel type de démocratie nous y pratiquons? Nous y pratiquons une démocratie basée, n'est-ce pas, sur ce que Martien Toa, philosophe africain, appelle le concept fondamental de l'anthropologie bantou. Qu'est-ce que c'est? La primogéniture. Au-delà de nos familles, c'est ce que nous pratiquons dans les villages. C'est le vieux qui parle. C'est l'ancien qui parle. N'est-ce pas? La méritocratie n'est pas de chez nous. Et si elle était aussi mauvaise, si elle était aussi bonne que cela, je ne pense pas que jusqu'à ce jour, nous sommes, je crois, le 7 avril, n'est-ce pas? Le 7 mai 2014. Excuse, le 7 mai 2014, jusqu'à ce jour, ce n'est pas la méritocratie qui régit les familles africaines, les villages africains, absolument pas. Absolument pas. C'est la primogéniture. C'est l'ancien qui parle. Il faut continuer ainsi. Pardon? Il faut continuer ainsi. Mais pourquoi continuons ainsi? Mais c'est parce que nous sommes bien rendus compte de l'efficacité, n'est-ce pas, de cette hiérarchisation de notre société. Nous sommes bien... Si cette hiérarchisation avait fait faillite, n'est-ce pas, on ne peut que continuer. Je vous parle là de ce qui a été identifié comme étant le concept fondamental de l'anthropologie bantou. Tant que nous sommes bantous, tant que cela est notre culture, malgré les interrogations, les interactions occidentales, nous vivrons cela. Et cela continue. C'est sur cette base-là que l'ordre, n'est-ce pas, est établi lorsqu'il y a une veillée. C'est sur cette base-là que, par exemple, les questions sur le divorce sont réglées, n'est-ce pas, dans nos familles. C'est sur cette base-là que nous arbitrons nos conflits au sein des familles, au sein des villages, etc. Mais bizarrement, sorti de sa famille, sorti du cocon de son village, n'est-ce pas, sorti de sa tribu, l'on va épouser les affaires de République. Pourtant, cette notion-là, elle est propre à aucune ethnie, hein. C'est toutes les ethnies qui la pratiquent. Oui, oui. Mais voilà tous ces individus qui, à la base et dans leur famille, n'est-ce pas, règlent leurs affaires en tenant compte de ce concept fondamental, qui tout à coup disent non, pour ce qui est des affaires de la nation, pour ce qui est des affaires de l'État, hein, nous devons plutôt ramener et tenter d'implémenter chez nous un concept qui n'a rien à voir, dans sa pratique tout au moins, dans sa formulation, oui, démocratie. Qu'est-ce que la démocratie une fois de plus? Monsieur Christian Rudy Bouanga, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste et vous êtes parmi les premiers lecteurs de l'ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue. Au niveau de la page 112, l'auteur écrit « La République du Congo s'était dotée d'une constitution adoptée par référendum le 15 mars 1992. Celle-ci s'était inspirée de la constitution française, calquée estimativement à autour de 90%. Donc nous avons fait donc le plagiat de la constitution française. Ensuite, dans cette constitution de 92, il y avait à peine 10% d'innovation en tenant compte de nos réalités sociales. Il poursuit en disant l'inadaptation de cette constitution contribuait à l'éclatement de la guerre du 5 juin 1997. Après cette guerre, se tenait un programme national pour la réconciliation de l'unité, la démocratie et la reconstruction du Congo. La constitution du 20 janvier 2002 s'ensuit après une période de transition 97-2001. Cette constitution de 2002, actuellement en vigueur, pose des problèmes étant donné que l'économie actuelle n'est plus une économie de la guerre, étant donné que le pays s'oriente vers l'émergence et le développement durable. J'ai choisi cet extrait-là pour demander votre avis, si vous avez la même lecture que l'auteur. Très certainement, puisque je suis parmi les fervents défenseurs, n'est-ce pas, d'une révision de cette Constitution en vue d'un but bien précis, n'est-ce pas? Et ce que je puis dire à l'appui pour corroborer ce que l'auteur dit, c'est qu'effectivement, nous sortons de guerre. Nous avons une période transitoire et nous avons enfin une constitution de sortie de guerre qui tient nécessairement compte des stigmates, n'est-ce pas, des faits historiques récents. Mais excusez-moi, la marche du monde aujourd'hui de manière générale, elle s'accélère. Cela fait 12 ans. Donc même le contexte sociologique, hein, d'immédiateté d'après-guerre, qui est celui de 2002, est très certainement différent de celui de 2012. Au passage, nous avons très certainement bénéficié tout aussi bien de l'augmentation de notre production que de l'amélioration des cours de l'or noir, n'est-ce pas, sur le marché. Et ces ressources ont permis à notre État d'avoir un programme ambitieux.
n'est-ce pas? Il est tout à fait normal, les conditions sont réunies pour que l'on pense que oui, certes 12 ans après, mais quelle a été l'accélération du fait historique? Si l'on peut penser que 12 ans c'est assez petit, etc., hein, pour penser que les situations sociologiques, hein, historiques, culturelles de sortie de guerre sont peut-être encore les mêmes qu'aujourd'hui, nous opposerons beaucoup de faits. Nous opposerons beaucoup d'observations qui nous font dire que la marche du monde s'est accélérée. L'ambition de la République du Congo a grandi. Et à ce niveau-là, nous n'avons plus affaire à un petit État, comme ce fut le cas au sorti des indépendances, où le premier lettré pouvait occuper un poste de haut fonctionnaire, parce que la population était seulement de temps, le budget de quelques centaines de millions, peut-être moins. Aujourd'hui, nous avons des budgets de milliers de milliards. Nous avons des opérations, n'est-ce pas, financières, économiques, d'une extrême complexité. Mais nous avons besoin de temps et d'une continuité pour pérenniser ces investissements. Voilà ma réaction. Et l'auteur, je poursuis son raisonnement, il reproche à la Constitution actuelle, l'article 74 par exemple, pour lui, le président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Cet article, par excellence, détermine le régime présidentiel dans lequel le Congo exerce. Et l'article 56 reprécise que le président de la République est le chef de l'exécutif, il est le chef du gouvernement, et qui consacre la non-existence d'un premier ministre qui serait le chef du gouvernement. L'auteur par là voudrait justifier la nécessité qui doit pousser les Congolais à aller vite vers une révision constitutionnelle. Est-ce que c'est un raisonnement rationnel? C'est une proposition acceptable. Je ne l'épouse pas complètement, mais je dirais encore, par respect, n'est-ce pas, pour les opinions divergentes, qu'il s'agit d'une proposition acceptable. Hein? Nous disons, et nous sommes tous d'accord que notre constitution est en inadéquation, mais chacun de nous analyse les causes de cette inadéquation avec le contexte actuel. Voici la proposition de l'auteur, elle est tout à fait recevable. Quand on a un président hyper puissant qui peut, par un claque de doigts, changer le gouvernement, révoquer tel ministre, c'est pas bien. Vous voulez qu'on puisse avoir un gouvernement tantôt agissant sous la pression du Parlement, tantôt sous la pression du président de la République? Mais en faisant ce commentaire, vous rejoignez ma pensée. Les pouvoirs, lorsqu'ils sont concentrés entre un seul individu qui est le chef de l'État, vous êtes certain que c'est dans le souci de modifier un gouvernement par un claquement de doigts? Non. C'est dans un souci d'unité ou d'unicité, je ne sais pas dire, du commandement et du pouvoir. N'est-ce pas? Parce que justement, le régime ancien nous a offert un exemple d'éparpillement du pouvoir qui n'a pas permis la conduite et la marche des affaires. À cet instant-là, on a pensé qu'un régime présidentiel permettrait l'unicité, hein, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir pour, prêtez-moi l'expression, un leadership éclairé. Et ce n'est pas les Africains qui inventent cela. La notion de leadership est éclairée. Aujourd'hui, si les progrès, n'est-ce pas, sont salués, mais c'est certainement peut-être grâce à cela. C'est peut-être grâce à cela. Je suis l'un de ceux qui, au-delà de toutes les critiques que je peux entendre, hein, je suis l'un de ceux qui applaudit, par exemple, l'initiative de la délégation générale des grands travaux. Concentrée entre les mains d'une seule institution, le suivi des grands travaux de l'État, par exemple. Et nous avons vu le progrès que cela a apporté. L'on peut évoquer des dérapages, hein, l'on peut évoquer des excès, mais en tout cas, les grands travaux, comme s'appelle, n'est-ce pas, hein, cette délégation, ont été conçus dans ce pays après l'institution n'est-ce pas, de cette délégation. Donc, il y a du bénéfice à cela. Il ne s'agit pas simplement de prendre des concepts contraires, de dire concentration de pouvoir, donc négatif. Non. Quelle est la finalité? Quelle est la destination définitive de cette concentration de pouvoir? Est-ce que justement ce pouvoir qu'a voulu le chef de l'État entre ses seules mains était, vous venez de le dire, pour changer le gouvernement d'un claquement de doigts? Ça ne s'est d'ailleurs jamais fait. De mémoire, je ne pense pas qu'un gouvernement ait été changé ici par une simple sorte d'humeur. Il y a toujours eu des nécessités, n'est-ce pas? Parfois même des faits que vive la nation annoncent un prochain remaniement. Parfois même c'est le peuple qui commence. Nous pensons que le président va d'ici là procéder à un remaniement parce qu'il constate des choses. Et cela s'est toujours passé de cette manière. Hein? Je ne pense pas que M. Sassou Nguesso soit quelqu'un de nature à céder à ces émotions pour ce qui est de la marche des États. Mais pour revenir à la proposition de l'auteur, il est tout à fait normal. C'est un intellectuel, un pensant, un aîné, n'est-ce pas? Et je salue encore au passage toute la rigueur, hein, n'est-ce pas, qu'il a mis dans son raisonnement. Même si sur cette question, je peux proposer un point de vue différent, je dis, sa proposition est tout à fait acceptable. Peut-être justement que les errements actuellement constatés sont à cela. Ce sera en définitive aux politiques, à ceux qui auront la charge, n'est-ce pas, de la gestion de l'exécutif, de décider si, en cas de modification, de changement, cela devait-il être pris en compte.
Mais il s'agit d'une proposition qui mérite tout le respect qu'elle mérite. Est-ce que vous savez que le Congo aujourd'hui est aussi sous les projecteurs, oui, les projecteurs de la presse internationale et d'autres, plusieurs autres acteurs du monde, du fait que 2016 pour nous, comme une année de l'alternance démocratique, puisqu'en 92, le président Sassou Nguesso l'avait fait. Bon, certainement, en 2016, comme la constitution actuelle l'exige, bon, forcément, on aura... C'est ce qu'ils veulent. Cela nous convient-il? N'est-ce pas? Vous avez parlé, 1, d'alternance, 2, 1, limitation de mandat, 2, d'alternance, n'est-ce pas? 3, je me rappelle, tout le monde pour revenir sur ces deux faits. 1, limitation des mandats. Nous disons pourquoi. Nous disons pourquoi. Parce que la loi l'exige. Parce que la loi l'exige. Cette loi, le titre 18 de cette loi, de la révision de la Constitution, dit que cette Constitution est révisable. Nous avons... Mais Monsieur Ilé Ibarra, je ne souhaite pas. Vous savez pourquoi? Je sors de ces plateaux, n'est-ce pas? J'ai le courage de prendre... Parce que je suis quelqu'un de franc de nature. Les frondes que je les reçois tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ne pas frustrer mes compatriotes, inutile de répéter ce que nous avons dit. Mais je vous répète encore, les enregistrements de cette émission sont disponibles. On peut les suivre au ralenti. Je suis convaincu que la démonstration du caractère révisable, n'est-ce pas, de l'article 57 par l'usage des stricts mécanismes de l'ordre du droit a été faite. Personnellement, je passe à autre chose. Et je viens commenter cet ouvrage. Et là encore, nous revenons sur la définition des concepts. L'alternance, ce n'est pas le fait de se présenter ou de ne pas se présenter. L'alternance se donnera à lire à travers le résultat des urnes. Parce que c'est le peuple qui décidera. Doit-il y avoir alternance ou non? Si le peuple dit, c'est M. Sassou Nguesso, il n'y aura pas alternance. Mais par contre, quand on pointe ici l'alternance absolue, c'est cette alternance qu'il veut que le dirigeant au pouvoir doit nécessairement partir. Évidemment. Mais pourquoi? C'est la démocratie. La démocratie ne fait pas nécessairement partie. La démocratie, c'est remettre, n'est-ce pas, en course le mandat en cours. Remettre en course le régime en cours. Ce régime va être remis en course à l'occasion des prochaines élections. C'est ça la démocratie. L'alternance, c'est le peuple qui décidera de l'alternance. Et l'auteur avertit le peuple en disant, il ne faut pas que vous pensiez que s'il envoie aux élections, il faut nécessairement que cela soit pour en découdre avec le gouvernement actuel. Non. Pourquoi? Eh bien, tous ces exemples qui sont cités. Et au passage, je trouve un intérêt, excusez-moi, comme vous, à lire des extraits de l'auteur. Voilà. Page 111. L'Europe qui est en faillite, ou l'Occident de manière générale qui est en perte de vitesse, agit toujours dans le cadre de cette dictature de l'urgence. Cet Occident guerrier et barbare, c'est pas moi qui le dis, je lis l'auteur. Cet Occident guerrier et barbare agit pour sa survie, notamment en soutenant ou en facilitant en Côte d'Ivoire, en Libye, en Égypte, en Centrafrique, en Irak et ailleurs. Il n'y a qu'en Afrique que les choses restent statiques, que l'action des décideurs politiques n'est pas au rendez-vous. Pourtant, il y a urgence. Page 112. Il répète, tellement il est certain de lui. L'Europe est en faillite. L'Occident est en perte de vitesse. Et là, il pointe un pays particulier. La France est à bout de souffle. Et ainsi, tout est fait pour mettre la main sur les ressources naturelles, les matières premières d'Afrique, bref, mettre la main sur les États africains. Voilà peut-être la destination définitive, n'est-ce pas, de cette vente à l'Afrique, à l'occasion du sommet de la Baule, du concept de démocratie, qui impose là l'alternance. Les Européens sont-ils eux-mêmes démocratiques? Non. Le leur est là, les institutions sont démocratiques, mais dans la pratique, je vous prends un exemple simple de pratique non démocratique. L'affaire DSK. L'affaire DSK. Voilà comment, pour une question de mœurs, on écarte le challenger le plus sûr d'un président qui était déjà tout désavoué par sa population. N'est-ce pas? C'est la civilisation, alors. Mais toutes mes excuses, justement, cette civilisation qui n'est pas la nôtre. Vous pensez que chez nous, on s'attaquerait à un adversaire en allant dévoiler ses secrets d'alcôve? C'est ça notre culture. Un Africain ne ferait jamais ça. Un Africain qu'on appelle dans les pays du Niari Bakala, qu'on appelle, je ne sais pas, comme j'entends dans le nord, j'entends Olomanyama, Moranzambe, un Africain ne ferait jamais ce genre de choses.
Vous avez un problème avec un adversaire parce que vous le reconnaissez plus brillant que vous. Parce que vous savez qu'il a plus de chances que vous. Et vous allez le sortir, n'est-ce pas? C'est un sérieux. Et les débats sur cette affaire ont démontré quoi? Que jamais il n'y a eu violence. On a parlé de violence morale, qu'elle fait abstraite. En clair, toute la théorie du complot contre DSK peut être retenue en toute objectivité. N'est-ce pas? S'agit-il là d'une démocratie où l'on écarte? Autre chose, excusez-moi. Autre exemple. Les dernières élections au secrétariat général de l'UMP entre François Fillon et Jean-François Copé. Mais elles ont démontré la faillite de ce fameux système démocratique qu'ils viennent nous imposer ici. Mais qu'ont-ils fait, eux, pour régler cela? Ils ont refusé de repartir aux élections. Ils ont convoqué un conseil de sages de l'UMP, dont Alain Juppé, pour décompter cette situation. N'a-t-elle pas été décomptée? À ce moment-là, ils renoncent aux fameuses vertus de la démocratie. En affaires, je vous parlerai la même chose. Lorsqu'il s'agit d'un contrat, je suis juriste du monde des affaires, hein, lorsqu'il s'agit d'un contrat portant sur 3 francs 6 sous, est compétent le tribunal de commerce. Dès qu'on parle de milliards, il y a une clause en rapport avec le règlement des litiges, hein, et une attribution de juridiction ou de compétence. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de gros intérêts, on ne veut plus avoir affaire aux tribunaux classiques. Ça n'a pas été inventé par nous. N'est-ce pas? Donc, eux-mêmes, en certaines circonstances, font déni de cette démocratie. Les meilleurs partenaires de l'Occident aujourd'hui sont lesquels? Pour prendre le cas de la France, pays qui est proche du nôtre. La Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont des États démocratiques. Non. Alors, là où la force permet d'engranger de la richesse, ce sont d'excellents partenaires qu'il faut aller voir, n'est-ce pas? Et là où des peuples sont en train de se chercher avec leurs petits balbutiements, hein, parce qu'ils veulent s'en sortir et se développer, là on vient créer la zizanie en tentant d'implémenter, hein, des concepts qu'il serait très difficile de... Merci Christian Rudy Bouanga. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro spécial consacré à un ouvrage particulier entre le bon sens et l'alternance absolue. Monsieur Bouanga, peut-être un mot pour le public qui nous suit ce soir, qui se demande où trouver cet ouvrage. Est-il scientifique ou pas? Moi, je l'ai trouvé dans une librairie du centre-ville. Le titre a attiré mon attention. J'étais un peu inquiété par le volume. J'aurais eu le temps de le lire. Ensuite, il y a eu cette discussion que nous avons eue qui nous a permis de venir commenter cela. Il est disponible dans toutes les librairies de Brazzaville et il n'est que plus que conseillé. Il n'est que plus que conseillé parce que j'avais retenu ici à mettre à disposition du public, n'est-ce pas, 4 paragraphes. Je vous en ai lu 2. Permettez-moi en conclusion d'en lire les 2 derniers. Allez-y rapidement alors. Voilà. Notre continent n'a pas à s'intégrer aveuglement dans une culture qui n'est pas la sienne et qui l'a conduit jusqu'ici plus à la désintégration qu'au développement. Dernier paragraphe. La démocratie, nous la voulons tous et l'avons toujours voulu et appliquée depuis des siècles. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire une simple transposition du modèle occidental sans nécessairement prendre la peine de réaliser un travail d'ajustement ou d'adaptabilité. Merci Christian Rudy Bouanga pour cette analyse. Fidèles téléspectateurs, tout le plaisir était pour moi d'être en face de M. Bouanga ce soir. Nous vous retrouvons mercredi prochain à la même heure, même chaîne, sur les questions qui concernent la gouvernance politique de notre pays. Et bonne suite de programme sur Télécom. Merci Christian. Je vous remercie.